Si tu es quelqu'un qui a l'impression d'être un échec, quelqu'un qui a l'impression d'avoir raté sa vie, quelqu'un qui a l'impression de ne servir à rien, cet épisode de podcast est pour toi. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu n'es pas un échec. Qu'est-ce qui se passe dans ton système de pensée? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et qui te fait croire que tu es un échec, qui te fait croire que tu ne vas pas arriver à atteindre tes objectifs ou à réaliser des choses importantes dans ta vie. La première des choses que je veux que tu fasses, si tu regardes sur YouTube notamment, je veux que tu me mettes en commentaire « Je suis une réussite » ou alors « Je suis un succès ». On va commencer à travailler dès maintenant. J'en ai marre de faire du contenu ou bien d'avoir des personnes qui te disent juste comment est-ce que tu te sens sans jamais passer dans le pragmatisme. Donc si tu as l'impression d'être un échec, cet épisode est pour toi. Partage également avec quelqu'un qui en a besoin. Et aujourd'hui, on va voir 3 grandes parties dans cet épisode de podcast. La première partie, c'est pourquoi est-ce que ton cerveau te fait croire que tu es un échec. Ton cerveau, il a une seule mission. C'est de te protéger et d'aller chercher des preuves pour venir confirmer ce que tu crois à l'intérieur de toi. Deuxième chose, là c'est un élément qui me plaît, on va aller chercher ce que des études scientifiques ont pu prouver sur la conception que tu as vis-à-vis de l'échec. Donc pourquoi est-ce que tu te considères comme une personne qui est un échec? Et enfin, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour commencer déjà à changer la dynamique dans ton système de pensée? Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, prends de quoi noter, prends de quoi écrire, ou alors si tu es dans un moment où tu ne peux pas noter, écrire, retiens des éléments importants, pertinents que tu vas pouvoir mettre en place aujourd'hui. Encore une fois, je ne veux pas que tu remettes à demain, je veux que tu fasses ça aujourd'hui. Donc prends le temps qu'il te faut, mais surtout passe à l'action. Premier élément que tu dois comprendre. La première des choses déjà qui te pose un problème, c'est que tu dis « je suis un échec ». Tu ne dis pas « j'ai échoué ». Tu ne dis pas « j'ai raté », tu dis « je suis un échec ». Donc, tu t'attribues l'identité de l'échec. Et ça, les mots ont un sens, les mots ont du poids, les mots ont du pouvoir. Lorsque tu dis « je suis un échec »,« je suis un raté », tu es en train de définir ton identité. Et quand tu définis ton identité, c'est difficile de changer les choses parce que c'est ton identité. Tu as dit que tu es un échec. Donc, pourquoi tu veux réussir alors que tu considères que tu as l'identité de quelqu'un qui est un échec? C'est déjà très compliqué. Et tu crées par ta pensée et par tes paroles. Et donc, les deux se renforcent mutuellement. Tu crois que tu es un échec, donc tu dis que tu es un échec, ou alors tu te mets dans des situations qui viennent renforcer le fait que tu sois un échec. Ou alors tu te mets dans des événements qui renforcent que tu sois un échec. Ou alors tu vas être attiré ou bien aller vers des personnes qui vont venir confirmer que tu es un échec. Donc, c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Donc, premier élément qui te pose déjà problème, c'est que tu as confondu un événement isolé de ta vie avec une identité que tu déclares sur toi-même au quotidien. Et ça, c'est la base du problème qu'on va attaquer aujourd'hui. Tu n'as pas échoué, tu as fait quelque chose qui n'a pas marché. C'est une grande différence. On va prendre un exemple d'un entretien d'embauche. Tu as un entretien d'embauche, déjà sur cette base, on voit que tu n'es pas un échec parce que tu as un entretien d'embauche. Combien de personnes postulent, n'ont même pas de réponse à leur mail ou bien on ne les rappelle pas et n'arrivent même pas à l'étape de l'entretien d'embauche. Mais bon, tu vas quand même dire que tu as échoué. Donc, tu fais un entretien d'embauche et ça ne se passe pas comme tu aurais voulu. Au contraire, ça se passe mal. Tu ne trouves pas tes mots. Tu n'as pas les réponses aux questions du recruteur ou de la recruteuse. Tu n'as pas l'impression d'être à ta place. Tu as comme un trou de mémoire sur le moment. Tu es stressé, tu paniques et tu te dis, vu que j'ai échoué à cet entretien d'embauche, alors je suis un échec. Et en réalité, si on remonte un peu plus en profondeur dans ta manière de penser, ce n'est pas juste cet élément qui te fait croire que tu es un échec. C'est une habitude de penser que tu as. Croire que tu es un échec. Et donc, cet événement qui s'est mal passé, l'entretien d'embauche en soi, tu considères que ça fait encore plus de toi un échec. Donc, un événement de 30, 45 minutes, 1 heure, ça dépend de la durée des entretiens d'embauche, vient maintenant définir de façon globale toute ta vie. C'est comme si j'échoue par exemple à mon permis, ok? Bon, moi j'ai le permis, mais imaginons quelqu'un qui échoue à son permis. Il va se dire qu'il est un raté parce qu'il n'a pas réussi au permis. Mais pourtant, avant de passer le permis, il a réussi au code de la route. Mais il se souvient plus du fait qu'il n'a pas réussi son permis en oubliant qu'il a réussi le code de la route, qui est une épreuve aussi qui a son niveau de difficulté. En oubliant qu'il a réussi à faire ses heures de conduite. Parce que très souvent, échouer au permis, donc à l'examen du permis de conduire, n'est pas forcément représentatif de ta capacité à conduire ou pas. Parce que si tu as pu arriver à l'examen, ça veut dire que ton moniteur ou bien tes moniteurs ont conclu que tu es capable ou bien que tu as la capacité de passer le permis et de l'avoir. Mais tout ça, tu l'oublies, tu le balais d'un revers de la main parce que lors du verdict final, lors du retour de l'inspecteur, il considère selon lui que tu n'as pas réussi ton épreuve du permis de conduire, d'examen du permis de conduire. Et je crois que tu commences à comprendre la logique dans laquelle on est en train d'entrer.
Un événement isolé de ta vie ne peut pas définir qui tu es. Plusieurs événements isolés de ta vie ne peuvent pas définir qui tu es. Il y a ce qui t'arrive et il y a ce que tu fais de ce qui t'arrive. C'est deux choses totalement différentes. Et c'est un élément que tu dois prendre en compte pour avoir une certaine transformation à partir d'aujourd'hui. J'espère que jusqu'ici, tu suis très bien. Si tu suis très bien, mets en commentaire, je suis concentré. Deuxième élément, il y a une étude qui a tout changé, l'étude de June Tanguay. Bon, il y a des noms anglais que je n'ai pas forcément bien prononcés. Donc, please, English people, forgive me, ok? I was not born there. I don't know how to pronounce those names. Voilà, donc si tu parles anglais et que tu dis William, mais tu as écorché le nom, please. Hein? Je ne suis qu'un être humain, je fais aussi des erreurs. Donc, June Tanguay, c'est une psychologue à l'université de George Mason aux États-Unis. Ok, donc c'est une étude qu'elle a pu mener de 92 et ensuite qu'elle a menée ensuite en 2002. Elle a sorti un livre qui s'appelle Shame and Guilt, donc honte et culpabilité. Voici ce qu'elle dit dans cette étude. Elle a fait une étude dans une prison qui a démontré que les détenus qui ressentaient de la honte tombaient dans la récidive et les détenus qui étaient dans la culpabilité arrivaient à changer ce qu'ils avaient fait, à réparer leurs torts et à se réhabiliter dans la société. Deux émotions différentes que les gens confondent souvent. Donc, lorsque le fait d'avoir un raté devient ton identité, ça veut dire que tu es poussé par la honte. Et ce qui est paradoxal avec la honte, c'est que la honte te pousse à te cacher et de façon paradoxale à aller refaire ce qui t'a mené dans la honte. La culpabilité te pousse très souvent à te remettre en question et avoir envie de passer à l'action pour réparer les torts ou bien pour changer les choses. Deux émotions qui ne te poussent pas dans la même direction. Deux émotions qui n'ont pas le même rôle et le même impact sur toi. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Quand tu dis « j'ai raté quelque chose », ok, j'ai raté, ton cerveau va aller chercher des solutions. Quand tu dis « je suis un raté », ton cerveau va aller chercher des preuves pour confirmer ce que tu dis. Lorsque tu es dans l'identité, ton cerveau cherche des preuves pour renforcer cette identité. Parce qu'il ne connaît pas le bon et le mauvais, il connaît juste le poids et l'impact des mots que tu as associés à des émotions ressenties, bien évidemment. Lorsque tu dis « je suis », ton cerveau cherche des preuves. Lorsque tu dis « j'ai fait », ton cerveau cherche des solutions. Il est bête et méchant, comme un algorithme, comme un ordinateur. La qualité de l'input, donc ce que tu lui donnes, détermine ce qui va te ressortir. Lorsque tu lui donnes du « je suis », il va aller te chercher des preuves. Lorsque tu lui donnes du « j'ai fait »,« j'ai raté »,« je n'ai pas fait », il va aller chercher des mécanismes pour t'aider à traiter ces éléments factuels. Ici, tu as des éléments identitaires. Ici, tu as des éléments factuels. J'espère que tu es en train de comprendre dans quelle direction on passe et que là, déjà, tu es en train d'avoir une certaine clarté par rapport à ce que tu es en train de dire au quotidien. J'ai fait une vidéo sur TikTok récemment, j'ai dit aux gens, dis de bonnes choses sur ta vie. Pourquoi c'est nécessaire de dire de bonnes choses sur ta vie? Parce que la qualité de ce que tu dis sur ta vie détermine la qualité de ce que tu auras comme croyance au plus profond de toi. Et tes croyances sont déterminées par les mots qui sortent de ta bouche et les pensées que tu entretiens régulièrement. De la même manière, une pensée négative peut générer de mauvaises paroles à ton sujet et venir se renforcer. De la même manière, des paroles positives peuvent venir générer des pensées positives et renforcer ce que tu crois. Dans les deux cas, tes pensées et tes paroles sont liées et vont te mener à des actions. Donc, attention à ce que tu dis, attention à ce que tu rumines. Soit dans cet épisode, soit dans le prochain, on parlera aussi de la rumination. La rumination est un gros problème lorsque tu ne comprends pas son poids, sa puissance et son impact. Tu peux ruminer quelque chose de bien et tu peux ruminer quelque chose de mal. Qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de toi? Je me souviens à l'époque, j'avais un pasteur qui aimait utiliser l'exemple de la vache qui a plusieurs estomacs et lorsqu'il parlait de méditation, il aimait prendre l'exemple que la méditation, c'était une rumination sur quelque chose. Et en fait, la vache, lorsqu'elle mange dans ses différents estomacs, sa digestion, c'est comme de la rumination. Donc, dans un premier estomac, ça va dans l'autre, etc., au fur et à mesure, avant d'être expulsé. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu rumines au quotidien? Sur quoi est-ce que tu passes le plus de temps dans tes pensées, à l'intérieur de toi? On ne sait pas ce que tu penses, mais toi, tu sais ce que tu penses. Tu sais comment est-ce que tu te sens lorsque tu tombes sur les réseaux sociaux, sur quelqu'un qui est en train de vivre la vie que tu sais que tu aurais pu vivre. Tu sais ce que tu crois lorsque tu reçois une nouvelle qui n'est pas celle à laquelle tu t'attendais. Tu sais ce que tu penses lorsque tu fais des choses ou bien que tu rates un événement ou une situation de ta vie. Donc, si tu ne fais pas attention à ce que tu penses, si tu ne fais pas attention à la qualité de tes pensées, tu auras le résultat de ce que tu crois, tu auras la vie qui est alignée à tes pensées les plus dominantes. Tu n'es pas un échec.
Tu ne peux pas te dire que tu es un échec alors que le simple fait même que tu sois né est un signal ou un témoignage de réussite. Parce qu'au cas où tu ne le saurais pas, tu t'es battu contre plusieurs millions d'autres, toi. Et c'est toi qui as gagné. Lorsqu'il y a eu rapport sexuel ou insémination ou tout ce que tu veux, c'est toi qui as été choisi. C'est toi qui as gagné la bataille. Donc, le simple fait que tu sois né est un témoignage que tu as une victoire, est un témoignage que tu as un succès. Indépendamment de ce qui t'est arrivé dans ta vie. Moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'aurais pu ressembler à ces statistiques. Mais tu n'es pas un échec. Jamais. En tout cas, si tu m'écoutes à partir d'aujourd'hui, si tu es tombé sur cette vidéo, sur cet audio, je ne sais pas dans quel contexte tu vas écouter ça, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec. Peu importe ce que tes parents t'ont dit, peu importe ce que tes ex t'ont dit, peu importe ce que la société a dit, peu importe ce que X, Y, Z a dit à ton sujet, qu'est-ce que toi tu crois de toi? Parce que tu n'as pas laissé le pouvoir aux autres sur ta vie. Je suis désolé, tu as déjà donné trop de pouvoir à d'autres personnes qui t'empêchaient de te lancer, qui t'empêchaient d'oser, qui t'empêchaient d'être, qui t'empêchaient de faire. Maintenant, il faut que tu reprennes un peu le pouvoir sur ta propre vie. Tu n'es pas une fatalité, tu n'es pas un échec, tu n'es pas un cas désespéré. Peu importe ce que tu as fait dans la vie, moi je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Tu as peut-être fait les pires dingueries du monde. Ok, ça ne fait pas de toi un échec. Il y a une voix à l'intérieur de toi, il y a une petite voix à l'intérieur de toi, un enfant à l'intérieur de toi qui a besoin d'entendre ce que je suis en train de te dire. Cet enfant qui avait besoin d'être consolé, mais qu'on n'a pas pu consoler. Cet enfant qu'on avait besoin de rassurer, mais qu'on n'a pas pu rassurer. Cet enfant qui avait besoin d'être encouragé, qui avait besoin d'être aimé de façon inconditionnelle et non pas de façon performative, donc toujours dans la performance. Il y a cet enfant à l'intérieur de toi qui a besoin de respirer un peu, qui a besoin de sortir de la performance, qui a besoin de sortir du fait qu'il doit prouver à chaque fois sa valeur encore et encore. Tu sais de qui est-ce que je parle. Donc, tu n'es pas un échec. Pourquoi ton cerveau te ment lorsque tu passes par un échec? Donc, tu dois comprendre que dans les années 80, il y a Bernard Weiner de l'Université de Californie, UCLA, qui a fait une étude, qui a défini, c'est un psychologue, et il a défini les 3 composantes qui se passent lorsque tu fais face à un échec. Donc, il a passé 30 ans à étudier comment les gens expliquent leurs réussites et leurs échecs. Et il a une théorie très simple. Sa théorie, c'est que il a pu développer ce qu'on appelle la psychologie de la motivation. Donc, lorsque tu passes par un échec, il y a 3 choses qui se passent. Premier élément, tu définis que cet échec va durer tous les jours. Tu as échoué à l'entretien d'embauche, c'est fini, je vais toujours échouer. Deuxième élément, tu t'incombes toute la responsabilité de ce qui n'a pas fonctionné, à 100%. Je suis d'accord pour cette approche dans le cas où cette approche te permet de prendre tes responsabilités et d'agir différemment, et non sur le fait de te faire culpabiliser. Et troisième élément, tu considères que c'est global. Vu que tu as échoué à l'entretien d'embauche et que c'est de ta faute, dans ce cas, tu as échoué dans tout. Donc, l'échec à l'entretien d'embauche devient je suis un échec à l'école, je suis un échec au travail, je suis un échec dans mes relations, etc., etc. Donc, 3 éléments. Tu crois que la cause est permanente, numéro 1, donc ça durera toujours. Tu te colles toute responsabilité sans tenir compte du contexte, donc c'est toujours moi. Et tu étends cet échec ponctuel à toute ta vie. Donc, ça sera dans tout. Donc, tu peux aller chercher sur Internet un Bernard Weiner, W-E-I-N-E-R, et tu verras ses études. Maintenant, il y a un élément en toi qui s'appelle le Default Mode Network. Donc, Default Mode Network, et en français, c'est le réseau par défaut. C'est le circuit à l'intérieur de toi et de ton cerveau qui s'active lorsque tu ne fais rien. Et en fait, ce circuit par défaut, il va aller te pousser dans des choses qui ne sont pas souvent positives, ou bien dans des choses qui ne sont pas souvent utiles et bien pour toi. Qui l'a découvert? C'est Marcus Raichle. Rachel Raichle, donc R-A-I-C-H-L-E, Université de Washington. Plus ton réseau tourne, plus tu as l'impression de réfléchir. Lorsque tu ne fais rien du tout, c'est-à-dire tu n'es pas en train d'écouter un épisode de podcast, tu n'es pas en train de lire un livre. Bon, après, à notre époque, souvent les gens ont de plus en plus de mal à activer cette partie-là. C'est vraiment un moment où tu ne fais rien. Il n'y a vraiment rien qui se passe en toi. Donc, c'est le mode par défaut. La qualité de ce que tu penses à ce moment-là peut impacter ta vie. Donc, qu'est-ce que ça te donne ici? Le mode par défaut, il s'éteint lorsque tu passes à l'action, lorsque tu es en train de faire quelque chose de concret. Donc, Marcus Raichle disait que tu es en train de tourner en rond de façon négative. Donc, tu as eu un échec. Imaginons que tu es en train d'attendre le bus. Tu n'as pas ton téléphone, tu n'as rien. En ce moment-là, tu es en train de repasser en boucle le fait que l'entretien se soit mal passé. 45 minutes, 1 heure. Bon, si tu attends le bus 1 heure dans ta ville, tu es peut-être dans une campagne très éloignée. Mais c'est pour te donner un exemple, ok? Et ce mode par défaut se désactive dès que tu fais une action concrète, juste le fait de te lever, aller prendre le bus, etc. Donc souvent, la majorité des personnes n'ont même pas le temps de rester dans ce mode par défaut. Mais ce mode par défaut, c'est comme quand ton ordinateur est en veille, on peut le dire ainsi, il fait quelque chose quand même. Et ça dépend
encore une fois, de ce que tu rumines. Donc, ce mode, par défaut, là, il est influencé par tes pensées. Mais lui, il est là pour te faire tourner en rond. C'est un peu comme un logiciel qui tourne en boucle, une mise à jour. Il est là, il tourne en rond, tout simplement. Maintenant, il y a... Alors, cette psychologue, il faut que je dise bien son nom parce qu'elle est russe. Bluma Zegarnik. Voilà. Elle a fait une étude sur des serveurs viennois. Donc, les Viennois, c'est à Vienne, en Autriche. Elle s'est assise et elle a constaté que les serveurs qui n'avaient pas encore encaissé le paiement retenaient mieux les commandes que les serveurs qui avaient déjà encaissé le paiement. C'est particulier, tu me diras. Regarde un peu ce qu'elle dit. Elle a dit, en observant les serveurs d'un café à Vienne, on remarque qu'ils retiennent parfaitement les commandes tant qu'elles n'ont pas été payées. Elle a reproduit la même expérience en laboratoire. Résultat, on retient 2 fois mieux les choses non terminées. Et quand tu as un échec, c'est dans ton cerveau, c'est comme une boucle qui n'est pas fermée. C'est comme un événement qui n'est pas terminé. Et donc, quand tu échoues, tu retiens beaucoup plus cet échec-là parce que tu n'as pas fini la boucle. C'est-à-dire, tu as fait l'entretien d'embauche. Toi, le but, c'était d'avoir une réponse favorable. Donc, quand tu sens que tu as échoué l'entretien ou quand on ne t'a pas retenu, pour toi, c'est un échec. C'est un refus. Donc, tu oublies le fait qu'on t'ait pris en entretien. Parce que déjà, ça, c'est un succès, mais tu l'oublies. Tu oublies le fait qu'on ait lu ton CV parmi ces dizaines de CV, ces centaines de CV ou ces milliers de CV auxquels parfois les gens n'ont jamais de réponse. Ces 2 premières victoires sont déjà oubliées à partir du moment où l'entretien n'est pas réussi. Donc, c'est ce que la psychologue Bluma Zegarnik disait, que on oublie plus facilement les choses qu'on a réussies, les choses qu'on a terminées, plutôt que celles qui ne sont pas terminées. Et l'échec, c'est comme un événement que tu dois clore dans ta tête et pouvoir avancer différemment. Si tu ne le fais pas, tu vas toujours rester sur les échecs. Et comme tu accumules, entre guillemets, des échecs et des ratés selon toi, il y a toujours des événements ouverts. C'est comme les onglets sur ton navigateur. Plus il y a d'onglets ouverts sur le navigateur, plus l'ordinateur devient lent. Ah, là, tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc, plus tu ouvres d'onglets, plus ça prend de la mémoire vive, donc la mémoire RAM, et ça rend ton ordinateur lent. Et quand ton ordinateur est lent, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu te sens bloqué, tu ne peux pas ouvrir une fenêtre, ouvrir un document, ouvrir un logiciel, ton ordinateur est lent. Tu as besoin d'abord de vider la mémoire, de fermer des applications avant de pouvoir utiliser à nouveau ton ordinateur. Donc, c'est cette expérience-là qu'elle fait. Quand tu passes par un échec, il y a 2 questions que tu peux te poser. Mais la première question que les gens se posent, c'est souvent la plus toxique. 2 mots, pourquoi ou comment. Lorsque tu te demandes pourquoi j'ai échoué, pourquoi je suis un raté, je suis vraiment trop nul, ça ne te donne pas des solutions. Au contraire, tu es en train de t'enfermer encore dans cette notion d'échec. Maintenant, lorsque tu te demandes comment c'est souvent... Ok, j'ai l'impression de ne pas avoir réussi mon entretien. Ou alors, on ne m'a pas retenu à ce poste. Comment je fais pour améliorer ma candidature? Le pourquoi va souvent venir questionner ton identité. Très souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Le comment, lui, il est juste là pour passer à l'action. Et donc, ce n'est pas la même énergie et ce n'est pas la même direction que tu donnes à ton cerveau. J'ai mis 2 exemples ici. Pourquoi j'ai raté? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'arrive jamais à faire des choses? Etc., etc. Tu es en train de nourrir à la fois la culpabilité et nourrir à la fois la honte. Le comment t'enlève ce poids émotionnel-là. Il te met sur le pragmatisme. Ok, on a refusé ma candidature. Qu'est-ce que je peux améliorer? Donc, comment ça peut être, par exemple, est-ce que je peux poser la question au recruteur qui m'a dit qu'il ne me recrute pas afin d'avoir plus de clarté? Est-ce que je peux voir les éléments que je peux améliorer? Donc, aller voir quelqu'un qui est un coach carrière, etc., qui va m'aider à mieux faire mon CV, à améliorer mes candidatures, etc., etc. Le comment te pousse dans l'action, le pourquoi te pousse beaucoup dans la réflexion sans forcément te pousser vers l'action. Donc, c'est à toi de choisir les questions que tu vas te poser. Moi, j'aime le comment. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de remettre qui je suis en cause. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je peux faire différemment. Il y a des contextes, je peux te l'accorder, où oui, tu ne peux pas changer grand-chose. Mais c'est pas pour autant que tu ne vas pas tenter. C'est pas pour autant que tu ne vas pas poser la question comment faire pour améliorer les choses. Ça, c'est dans ta capacité. Le pourquoi, tu vas pas changer grand-chose parce que tu seras dans la culpabilisation. Donc, voici des logiciels qui ont été installés en toi par rapport à l'échec. Et tu vas voir de quoi est-ce que je parle. Le sentiment d'échec, il ne vient pas toujours forcément de toi. On remonte aux racines maintenant. Premier élément, il vient des autres. Donc, la comparaison permanente, notamment sur les réseaux sociaux. À l'époque, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand on était des familles ou bien des environnements beaucoup plus restreints, sans Internet, etc., tu te comparais à ceux que tu connaissais, c'est-à-dire tes voisins, ton entourage, éventuellement des personnes de ta famille.
Aujourd'hui, quand tu prends ce petit appareil, tu vas sur TikTok, tu vas sur ton pour-toi, tu vas sur Instagram dans l'Explorer, tu peux te comparer à des milliers, des dizaines de milliers de vies en quelques secondes. Tu ouvres juste ton application, il y a quelqu'un qui a acheté sa maison. Tu ouvres l'autre application, il y a quelqu'un qui a trouvé un emploi. Tu ouvres cette autre application, il y a quelqu'un qui vient de se marier. Tu ouvres cette application, il y a quelqu'un qui a enfin perdu du poids. Tu ouvres cette application, tout le monde semble réussir sauf toi. Alors que les gens te montrent les vitrines de leur vie et toi, tu les compares aux coulisses de ta vie. Sur les magasins, les vitrines sont parfaites. Les vitrines sont belles. D'ailleurs, le but de ces vitrines, c'est de donner envie aux gens de rentrer dans le magasin. Mais est-ce que tu es allé voir la réserve? Comment la réserve est rangée? Dans quel état est la réserve? Et parfois, la réserve, c'est ta vie. Tu es en train encore de bâtir ta vie. Tu es en train de poser des actions. Et toi, tu te connectes. Et souvent aussi, il y a cette pression de la société, du coup. Troisième type de pression. Et en plus, la pression de la famille. Deuxième type de pression qui te fait croire que tu as raté ta vie. Prenons le cas de l'entretien d'embauche. Première pression, les autres. Tu te connectes sur Internet. Tout le monde a un taf. Tout le monde gagne 10K. Tout le monde gagne 10K par mois. Hein? Donc 10 000 euros ou 5 millions de francs CFA. Tout le monde est beaucoup plus riche que toi. Tout le monde voyage dans des business class, dans des hôtels 5 étoiles, dans des restaurants étoilés Michelin. Hein? Tout le monde a la best life. Pire encore, tu vas aller regarder des Américains. Tu dis, waouh, hein? Ils gagnent 800 000 dollars à l'année. Ils ont tel type de vie, etc. Ça déjà, c'est un élément qui fait que tu te compares. Deuxième palier, la famille. Tu rates ton entretien d'après toi-même, tu penses que tu as un échec, tu vas sur Internet, tout le monde travaille, ta famille aussi te dit pourquoi tu ne travailles pas encore, hein? Tes cousins travaillent, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tes cousines travaillent, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Deuxième type de pression. Parfois c'est papa, parfois c'est maman, parfois ce sont les oncles, parfois ce sont les tantes. Pire encore, quand c'est les repas de famille, tout le monde te pose la question, alors le travail, ça avance? Donc déjà, c'est un nouveau poids. Et enfin, maintenant, la société dans son ensemble. La société, c'est un complexe abstrait, mais en même temps qu'on ressent. Parce que la société dit, à ton âge, tu es censé avoir tel salaire. À ton âge, tu es censé faire ci, faire ça. Mais chacun son chemin, finalement. Mais ça, tu as du mal à l'accepter parce qu'il y a ces trois types de pression. Et ces trois types de pression, ça commence à devenir la voix que tu entends à l'intérieur de toi. Ça commence à être ton circuit de pensée. Ça commence à être ce qui se passe à l'intérieur de toi au quotidien. Ces voix-là ont été implantées en toi. Maintenant, tu les as acceptées. Ça devient maintenant ta propre voix. Donc, tu viens maintenant dans « je suis un échec ». Je n'arrive pas à faire les choses. Je ne suis pas si bien que ça. Malheureusement, la seule solution pour pouvoir s'en sortir, c'est toi. Mais encore une fois, vu que c'est toi et que tu as déjà accepté une certaine voix, ça devient beaucoup plus compliqué. Bon, bonne nouvelle pour toi. Tu es en train d'écouter cet épisode de podcast et tu as compris déjà beaucoup de choses. Ensuite, un élément aussi qui joue, et j'en ai parlé tout à l'heure, et ça c'est un psychologue aussi qui l'a confirmé, Léon Festinger a parlé de ce qu'on appelle la comparaison sociale. En fait, en réalité, quand tu nais, même quand tu arrives sur Terre, tu n'as pas de sens objectif de ta propre valeur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te compares. Voilà pourquoi moi je parle souvent de la comparaison toxique, parce qu'en réalité, tout le monde se compare. Vu que tu n'as pas de mesure objective de toi-même, ou alors tu n'as pas encore la maturité suffisamment nécessaire ou suffisamment de recul pour objectiver ta propre valeur, tu vas aller te comparer. Donc, il a fait ça en 1954 et il a dit une chose. Il a dit, on ne peut pas s'évaluer dans l'absolu, ni notre intelligence, ni notre talent, ni notre réussite. Donc, on se compare aux autres. C'est notre outil de mesure. C'est notre seul outil de mesure. Et encore une fois, dès que les réseaux sociaux sont arrivés, l'outil de mesure, il a augmenté. Donc, souvent, tu oublies le contexte de la vie des gens, tu oublies leur histoire, tu oublies leur famille, tu oublies l'environnement dans lequel ils ont grandi. Imaginons, toi, tu as grandi dans un village au fin fond d'un pays très pauvre. D'accord? Et tu as fait tout un parcours pour t'en sortir aujourd'hui pour bâtir une certaine santé financière, pour bâtir une forme d'héritage. Comparé à quelqu'un qui a hérité d'une entreprise à plusieurs milliards de dollars de son père, vous ne partez pas du même point. Il faut l'accepter. C'est pas être défaitiste, c'est accepter un constat qui est simple. Vous ne partez pas avec les mêmes cartes. Mais c'est pas parce que vous ne partez pas avec les mêmes cartes que ça fait de toi quelqu'un de moins courageux, de moins valeureux, de moins important. Non, vous n'avez pas le même parcours. C'est comme si quelqu'un commence une course de 100 mètres, il commence aux 80 mètres. Toi, tu commences au mètre 0. Mais il y a 80 mètres de différence. Donc, la probabilité qu'il atteigne la fin est beaucoup plus élevée que toi. Et ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas atteindre la fin. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. OK? Donc, la question à te poser, quand tu te juges, quand tu dis que tu as un échec, quelle est la voix vraiment qui parle? Est-ce que c'est la voix des autres?
Internet, etc. Est-ce que c'est la voix de la société? Est-ce que c'est la voix des parents? Est-ce que c'est la voix des amis, des oncles, des tantes, etc. Voilà pourquoi, c'est vrai que tu ne peux pas choisir ta famille, d'accord? Mais tu peux choisir ce que tu vois sur ton fil d'actualité. Moi, je dis souvent aux gens, si tu as un fil d'actualité qui est anxiogène pour toi, deux solutions. Tu désinstalles l'application ou tu crées un nouveau compte où tu vas éduquer ton algorithme. Et il y a les boutons très simples. Bloquer, arrêter de suivre, pas intéressé. Ça, ce sont des boutons intentionnels que tu dois utiliser. Des contenus te mettent mal à l'aise. Attends, tu payes ta connexion Internet. Sur ton propre téléphone, tu vas être mal à l'aise. Quand même, fais le ménage. Ça ne fait pas de ces personnes des personnes méchantes. Ça fait que tu as besoin de protéger ton espace mental. Si quelqu'un représente une forme d'insécurité pour toi, tu coupes pour le moment. Le jour où tu seras prêt ou prête à revenir, à consommer ce type de contenu, tu le feras. Mais tu ne vas pas te faire du mal comme ça pour rien. OK? Un autre élément encore, il y a Guy Roth et Avi Assor de l'université de Ben Gurion qui ont étudié un élément très important. Sur plusieurs centaines de jeunes adultes, ils ont étudié ce qui s'appelle le regard parental conditionnel. C'est-à-dire, un enfant est aimé et valorisé en fonction des résultats, bonnes notes, sport, comportement. Une fois devenu adulte, voici la phrase que tu te dis souvent, si je performe, j'ai de la valeur. Si je ne performe pas, je n'ai pas de valeur. Donc, il y a même des études qui ont été prouvées dessus. On le retrouve aussi dans plein de familles. Ce n'est pas forcément que les familles africaines. Chez les Asiatiques, je sais qu'il y a aussi cette pression. Dans plein de cultures, il y a cette pression de la famille. Tu dois être l'enfant parfait, parfaite, avoir les meilleures notes, le meilleur comportement, etc. Et donc, quand tu n'es pas dans la performance, tu as l'impression que tu n'es pas aimé, tu n'es pas valorisé. Et ça, en tant que parent, je suis parent, si tu es un parent que tu m'écoutes aussi, c'est aussi un rôle d'apporter une sécurité émotionnelle à ses enfants. Indépendamment des performances, indépendamment des résultats, ils doivent se sentir aimés et valorisés. Ça ne veut pas dire que tu ne les pousses pas à l'excellence. Il y a une manière de les pousser à l'excellence. Ça veut dire que tu leur fais comprendre que, indépendamment de ce qu'ils font, tu valorises d'abord ce qu'ils sont. Et quand un enfant est valorisé d'abord pour ce qu'il est, il est tout simplement. Sans faire, le faire sera beaucoup plus facile après. Mais quand il est juste dans le faire, il est en train de se détruire à petit feu, petit à petit. Et ça, c'est un élément que tu veux éviter. Donc souvent, lorsque tu échoues également, c'est aussi lié à ce regard conditionnel des parents, ou à ce regard conditionnel de la famille, ou à ce regard conditionnel même du mari, de la femme, du conjoint. Tu as l'impression que tu perds de la valeur quand la personne ne fait pas bien. Et ça, c'est des éléments qui sont très profonds à l'intérieur de toi. C'est pas juste une phrase, j'ai échoué. OK? Il y a aussi le mythe du mérite. Donc ça, pareil, dans nos sociétés, c'est le mérite. OK? Le mérite est un élément qui fatigue beaucoup de personnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts. Mais lorsque seulement les efforts sont conditionnés au fait qu'on m'aime ou qu'on me valorise, là, ça devient beaucoup plus problématique. Donc, un élément à te poser, tu as un échec selon qui? Ça, on vient de le dire. Maintenant, je vais attaquer un élément qui te fatigue, le perfectionnisme. En fait, en réalité, le perfectionnisme est une fameuse qualité, un bon mot qui est en train d'épuiser des personnes. Il y a une personne qui a fait une étude sur le perfectionnisme qui s'appelle Paul Hewitt et Gordon Flett, donc l'université de UBC et puis York University. Ils ont créé un outil de référence sur le perfectionnisme qui s'appelle le MPS. Enfin, la MPS, pardon. C'est plus de 30 ans de recherche sur le perfectionnisme et il y a 3 types de perfectionnisme. Perfectionnisme pour soi. Je m'impose des standards très élevés. Ça, c'est ce que tu crois. OK? Pour la plupart du temps. Perfectionniste pour les autres. J'attends des autres qu'ils soient parfaits. Et le pire, c'est le perfectionnisme vis-à-vis de tout le monde. Je crois que les autres attendent que je sois parfait pour m'aimer. Donc ça, c'est un scénario que tu te crées à l'intérieur de toi. Donc le perfectionnisme pour soi, les standards élevés, soi-disant standards élevés. Je me permets d'être dur avec toi sur ce sujet parce que tu penses que tu as des standards élevés, mais tant que pour moi, tu ne crées pas, tu ne passes pas à l'action, tu es juste dans l'illusion. Tu as des standards élevés. Où sont les choses que tu crées? Parce que c'est en créant que tu peux améliorer. Ce n'est pas en pensant que tu peux améliorer les choses. Tu crées, tu améliores. Donc, tu réfléchis, c'est très bien. Mais si tu réfléchis juste sans créer, sans faire sortir tes projets, sans faire sortir les premières versions, tu n'es pas en train d'améliorer quoi que ce soit. La version finale que tu as dans ta tête ne peut jamais exister tant que la version 0 ou bien la version 1 n'est pas sortie. Tu ne peux pas avoir une version finale dans ta tête qui n'est pas passée par les différentes étapes du fait de sortir un produit. C'est impossible. Lorsque tu crées un livre, par exemple, OK? Il y a le livre que tu as écrit, c'est très bien, il est dans ton ordinateur. Mais maintenant, pour le sortir, pour qu'il soit un produit comme ça, tu dois l'imprimer. Quand tu dois l'imprimer, ton imprimeur t'envoie ce qu'on appelle un bon à tirer. C'est-à-dire, vérifie que ce tirage que je vais d'abord t'envoyer est bon. Une fois que tu as vérifié, il fait maintenant ce qu'on appelle l'impression. Quand tu as reçu l'impression qu'il y a des défauts, tu lui renvoies un mail ou un message pour lui préciser que, il y a des défauts d'impression ici, peut-on les corriger? Maintenant, tu veux juste corriger les choses dans ta tête sans jamais faire sortir quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Et j'ouvre la parenthèse livre.
Combien de personnes qui me regardent et qui m'écoutent ont des livres à l'intérieur d'eux, mais qui ne vont jamais sortir parce qu'ils sont dans tes brouillons dans l'ordinateur, ils ont été écrits il y a 7 ans, jamais ils ne vont sortir parce que tu as tellement peur que ce livre ne soit pas parfait, tu as tellement peur que ce livre ne soit pas comme les livres que tu as lus. Pourtant, ta voix compte, pourtant ton histoire compte, pourtant tu as quelque chose à apporter à la société. Mais tu te caches derrière plein de raisons très toxiques pour toi en tout cas, et pour ton potentiel, pour te dire oui, je suis exigeant. Tu es exigeant depuis 10 ans, tu es exigeant depuis 7 ans, tu es exigeant depuis 7 mois. C'est quoi le vrai problème? C'est que je crois que les autres attendent que je sois parfait. Je crois que les autres attendent que tout ce que je fais soit parfait. Mais la perfection que tu recherches dans cette société, sur Terre, en tant qu'être humain, elle n'existe pas. Tu ne peux qu'améliorer et perfectionner. Tu ne peux pas faire un truc parfait. Parce que si je prends 100 personnes qui viennent juger ton œuvre, il n'y aura pas 100% de personnes qui vont juger que ton œuvre est parfaite. Ce n'est pas possible. Ça dépend de comment chacun pense, des croyances de chacun, des goûts de chacun, etc. Toi, tu peux trouver ton livre incroyable et exceptionnel. Quelqu'un d'autre va dire c'est le pire livre que j'ai lu. Mais est-ce que ça remet en cause ton écriture? Pas forcément. Lui, il n'aime pas, il n'aime pas. C'est tout. Toi, tu as considéré que ton livre était utile, qu'il était suffisamment bien écrit pour qu'il sorte. Pourquoi tu te mets la pression? Et ça, c'est un élément à prendre en compte. Le perfectionniste te fait une promesse. Si tu fais assez bien, tu seras tranquille. Si tu atteins la barre que tu t'es fixée, tu seras en paix. Ah, c'est la promesse du perfectionnisme. Mais c'est le plus gros mensonge parce que quand tu es perfectionniste, la barre, tu ne l'atteins jamais. Au contraire, quand tu arrives presque au niveau de la barre, tu vas élever la barre encore plus pour ne jamais faire sortir ton livre, pour ne jamais faire sortir tes projets, pour ne jamais lancer ton entreprise, pour ne jamais écrire à cette fille, pour ne jamais écrire à cet homme, pour ne jamais t'exposer. La barre est toujours élevée. Et quand on te demande, non, je prépare mon business plan, j'améliore mon business plan, je suis dans mes tableaux Excel, mais tu n'as jamais sorti la première version de ton produit. Jamais. Que dans tes business plans, que dans ta tête, que dans ton imagination. Mais tu te dis, je ne comprends pas, j'ai peur. Le seul remède au perfectionniste, c'est d'agir. Venant d'un perfectionniste au passage, qui a compris que cette prison-là du perfectionniste, je ne peux pas la garder. D'ailleurs, même je refuse, j'arrête de dire que je suis un perfectionniste. C'est quoi ça? Je ne suis pas un perfectionniste, je ne suis plus un perfectionniste. Je suis quelqu'un qui a décidé d'agir. Et agir, ça coûte. Agir, c'est pas évident. Oui, ce n'est pas toujours agréable, mais tu le fais quand même. Personne ne devient assez bien en se prouvant qu'il n'est pas un échec. Je répète, personne ne devient assez bien en se prouvant qu'il n'est pas un échec. Quand tu crois que tu es un échec, c'est quasiment impossible de te prouver que tu n'es pas un échec. Tu dois changer de perspective. Tu es assez bien et c'est suffisant. Ça, encore une fois, c'est l'école. L'école te fait croire que quand tu es assez bien, c'est pas parfait. Il faut très bien, il faut excellent, il faut 20 sur 20, il faut même 21 sur 20 parce que des fois, même sur 20 sur 20, c'est plus suffisant. OK? Ah, c'est l'école qui le dit. Mais l'école ne peut pas mesurer toute la profondeur de l'être humain que tu es. L'école n'a pas cette capacité-là. L'école peut mesurer un type d'intelligence, par exemple ton intelligence linguistique dans les langues, ton intelligence logico-mathématique, ton intelligence spatiale si tu fais des dessins. Mais l'école ne peut pas mesurer toutes les formes d'intelligence qui existent et dont tu en possèdes plusieurs. L'école ne peut pas mesurer la profondeur de l'être humain que tu es, ne peut pas mesurer toute ta créativité, ne peut pas mesurer toute ta spiritualité. Parce que tu as un esprit, tu es dans un corps, tu possèdes une âme. L'école ne peut pas mesurer tout ça. Donc, si l'école te dit que tu as eu 2 sur 20, tu ne peux pas te dire en tant qu'être humain que toi, tu vaux 2 sur 20. C'est pas possible. C'est une folie. Voici un petit protocole que je vais te donner. Tu prends un papier et puis tu notes. C'est le protocole FAIT. F-A-I-T. Oui, on t'a dit on veut du pragmatisme. C'est ce qu'on est en train de faire. Lorsque tu sens que tu as un échec, premier élément, factualiser. Quels sont les faits? On ne dit pas je suis un échec. Quels sont les faits? J'ai raté mon entretien d'embauche. J'ai raté mon permis. Je n'ai pas vendu mon livre. J'ai raté ma présentation. Ça, ce sont les faits. Le F pour factualiser. Écris ce qui s'est passé. Pas d'abord ce que tu ressens. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ah non, j'ai passé mon permis de conduire et je suis monté sur le trottoir, faute éliminatoire. Ok, ça veut dire quoi? Tu n'as pas su gérer ta trajectoire ou bien le gabarit de ta voiture par rapport à la route où tu étais. C'est un fait. Ça, est-ce que ça peut s'améliorer? Oui. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis une personne qui est nulle ou qui a échoué ou qui a un échec, pardon. Ensuite, A, attribuer. Donc, dans ce qui s'est passé, imaginons j'ai raté le permis, tu vas faire 3 colonnes. Première colonne, on va parler du contexte. Qu'est-ce qui dépend de toi? Qu'est-ce qui dépendait du contexte et qu'est-ce que tu peux changer la prochaine fois? Permis de conduire. Tu as raté ton permis, tu as fait une faute éliminatoire. Qu'est-ce qui dépendait de toi? Ce qui dépendait de toi, tu aurais dû être un peu plus vigilant pour regarder si ta voiture n'était pas proche du trottoir.
Deuxième élément, le contexte. Le contexte, c'est quoi? Tu passais un examen de permis de conduire, tu te sentais stressé, donc c'est possible que le stress ait pris le dessus par rapport à l'examen de conduite. Pourtant, tu étais prêt, ok? Et puis, troisième élément, qu'est-ce qui peut être amélioré? Ben, la prochaine fois, tu seras beaucoup plus concentré parce que tu vas te réinscrire et passer ce permis de conduire. Oui, William, ça fait 8 fois. Tant que tu respectes que tu peux passer le permis, tu vas le passer, tu vas l'avoir. Le nombre de fois, c'est pas un souci. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu achètes ta voiture, personne ne te demande combien de fois tu as passé le permis. On se demande même pas, le policier quand il t'arrête, ou bien quand quelqu'un veut que tu le déposes, je sais pas moi, à l'aéroport, il dit pas, ça va, tu as passé combien de fois le permis, tu as eu combien de points. Il te dit juste, tu as une voiture, oui, tu peux me déposer à l'aéroport, point. Mais toi, tu te mets une pression parce que tu n'as pas eu 31 sur 31. Tant que tu as le permis et que tu peux conduire, c'est suffisant. Donc, dans le contexte, qu'est-ce qui dépendait de toi? Qu'est-ce qui dépendait du contexte global et général, le stress, les gens, tout ça, etc. Peut-être qu'il pleuvait, peut-être qu'il y avait la neige, peu importe, je ne sais pas. Et ensuite, qu'est-ce que tu peux faire différemment? Ensuite, le I, c'est implémenter. Il y a un petit hack que tu peux utiliser. Si X arrive, alors je fais Y. Imaginons que tu vas passer le permis. Tu te dis, tu vas réussir. Maintenant, si tu ne réussis pas, tu vas te réinscrire et te former encore. Ça fait que tu diminues ta réaction émotionnelle si jamais un échec arrive parce que tu as déjà un plan. En cas d'échec, tu as déjà un plan. Lorsque des militaires vont faire une opération, ils ont des plans d'exfiltration, des plans de sortie. Au cas où ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Tu dois sauver ton collègue. Il y a tel bunker, il y a tel endroit où tu peux te cacher, tu vas là-bas. On part d'abord du principe que la mission réussit, mais on prévoit le fait qu'il y ait un échec ou bien qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas comme prévu et avoir une solution de repli. Avoir une solution de repli ne veut pas dire que tu ne crois pas en ce qui va se passer. Ça veut dire que si jamais ça ne se passe pas comme tu aurais prévu, voici ce que je ferai. Moi, j'aime pas les gens dire « Ah non, c'est le plan A, que le plan A, jamais de plan B ». Le plan A peut mettre du temps à se réaliser. Et c'est ton objectif, tu veux ton plan A. Mais si le plan A ne se passe pas comme prévu, est-ce que tu as une solution de repli pour pouvoir te réorganiser différemment et revenir sur ton plan A? C'est ça, c'est de la sagesse. C'est pas un manque de foi ou un manque de « je ne crois pas en mon potentiel », etc. Loin de là. Et enfin, il y a l'étude de Peter Goldwitzer, qui a prouvé un élément très simple par rapport à ce que je viens de te dire là. Sur plus de 200 études qui ont été testées par rapport à l'implémentation des choses, il a mesuré ceci. Sur plus de 200 études, il y a quelque chose qui est confirmé. Lorsque tu te dis une phrase, si X arrive, je fais Y, ces phrases-là multiplient par 2 ou par 3 la probabilité de passer à l'action. Parce que tu ne décides plus dans l'émotion, tu exécutes un plan. Donc ça, c'est Peter Goldwitzer, psychologue à New York University, qui l'a prouvé. Et enfin, T, toucher du concret. Donc ça, c'est le pragmatisme. Une fois que tu as fait le F, le A, le I, quelle est l'action concrète que tu vas poser? Dans les 24 heures, tu as raté ton permis, faute éliminatoire, ça n'a pas fonctionné. Dans les 24 heures, je vais sur mon application de permis, je vais à l'auto-école, je reprends 1 ou 2 heures de conduite. Si je n'ai pas les moyens de le faire aujourd'hui, je vais en ligne, je vais regarder une vidéo sur YouTube sur comment gérer ma trajectoire parce que c'était ça mon erreur éliminatoire. Une action concrète qui est liée à ce que je veux réussir. Donc 5 minutes suffisent, hein. Tu as besoin de rebondir. Tu ne veux pas rester dans la rumination. Donc ça, c'est le protocole FAIT. Factualiser, attribuer, ce qui dépend de toi, ce qui dépend du contexte, ce que tu peux faire différemment, implémenter. Donc, si X arrive, je ferai Y. Et ensuite, toucher du doigt quelque chose de concret que tu vas faire dans les 24 heures. Donc, tu finis cet épisode de podcast, tu fais le protocole FAIT et puis tu passes à l'action. Rappelle-toi, tu n'es pas un échec. Tu as raté quelque chose, ça ne fait pas de toi un échec. Partage cet épisode avec des personnes qui culpabilisent parce qu'elles ont échoué, elles ont perdu de l'argent dans leur business, etc. Tout ça, ce sont des leçons, des apprentissages. Ça ne fait en aucun cas de toi un échec. Si tu étais un échec, peut-être même que tu ne serais pas né, tout simplement. Le simple fait que tu m'écoutes, le simple fait que tu me regardes, le simple fait que tu puisses commenter sur cette vidéo, c'est suffisant déjà pour faire de toi une réussite. Donc, arrête de te voir comme quelqu'un qui n'a pas réussi. D'accord? Et un des meilleurs exemples pour toi, c'est ça. Le créateur authentique, c'est un livre aussi, tu crées du contenu, c'est un livre qui va te parler, mais c'est le livre en fait. Le livre est un élément qui te permet de briser ça. On parlera de ça dans le prochain épisode de podcast, parce qu'il y a aussi le fait que tu crois que tu es paresseux. On va comprendre pourquoi tu n'es pas paresseux. Je vais surtout parler de la procrastination. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de sortir tes projets? Tu verras que en réalité, on n'est pas paresseux. Il y a un élément, une nuance que tu as raté pendant des années que je vais te partager. Mais ça sera dans le prochain épisode de podcast. Peut-être qu'au moment où tu vas écouter celui-là, il sera sorti. S'il n'est pas encore sorti, c'est que c'est le prochain qui sortira. Dans tous les cas,
pour sortir des projets, pour sortir les choses que tu as dans ta tête et les rendre palpables, tu as besoin de changer ce que tu crois. Tant que tu ne changes pas ce que tu crois et surtout tant que tu n'agis pas sur la base de nouvelles croyances que tu veux avoir, tu vas rester prisonnier, prisonnière. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite, ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on désire. Moi, en commentaire, je suis une réussite. Et partage avec quelqu'un qui en a besoin. Ciao!